Bonjour tout le monde, je m'appelle Justine, je suis coordonnatrice et agente de stage au département d'informatique mathématiques. Merci beaucoup aux gens du Centre de la sécurité des télécommunications de leur disponibilité pour la rencontre d'aujourd'hui qui va vous parler dans le fond des opportunités offertes par cet organisme fédéral. Je vais passer tout de suite la parole à Dominique ainsi qu'à Patrick qui vont s'occuper de la présentation. Je vous laisse d'ailleurs à tous deux le choix d'attendre à la fin pour une période de questions ou pour répondre au fur et à mesure. Je jetterai un œil sur le chat également en cours de rencontre. Merci beaucoup. Excellent. Merci beaucoup, Justine. Généralement, ce qu'on fait, c'est que les questions, on les garde à la fin. Ça va être plus simple. Bonjour, tu sais, je me présente, Dominique Rochon, je suis recruteur au CST, je travaille en ressources humaines, puis justement, euh, ma tâche à moi, c'est de faire des événements de recrutement, de faire des séances d'information, de parler du CST, d'expliquer dans le fond c'est quoi les différents mandats du CST, d'expliquer les différentes opportunités d'emploi, de stage et tout ce qui vient avec. Je t'accompagne aujourd'hui d'un de mes collègues, Patrick Gaudreau. Pat, tu veux-tu te présenter juste brièvement, expliquer dans quelle équipe que tu travailles, puis Oui, excuse-moi Dominique, je me place. Je suis moins habitué avec la plateforme Zoom. Donc oui, mon nom est Patrick Godreau. Je suis gestionnaire au CST. Je travaille dans la branche de la cyberdéfense. Alors, je vais vous présenter un aperçu des services de cyberdéfense que l'on offre au CST. merci, Pat. Fait que dans le fond, sur ce, on va commencer la présentation. Vous expliquer un petit peu brièvement le CST, c'est quoi? Dans le fond, on fait partie du gouvernement du Canada. On est sous le ministère de la Défense, mais on se rapporte pas nécessairement, on se rapporte pas à DND ou les forces. On est vraiment notre propre entité, mais notre budget provient du ministère de la Défense. On est une organisation qui est un peu différente des autres départements, juste en raison de la cote de sécurité qui est nécessaire pour travailler chez nous. Cependant, on a quand même les mêmes avantages sociaux. On peut, tu sais, tout fonds de pension, justement, tout ce qui est assurance aussi, tout ça, c'est toutes des choses qui font partie de la fonction publique. On a accès à ça. Une des grosses différences qu'on a avec les autres départements, c'est qu'on peut pas faire affaire avec le programme PFETE ou si vous êtes familier avec l'acronyme en anglais, F-SWEP. Ça, c'est vraiment une des grosses distinctions qu'on a par rapport aux autres départements. Puis, comme je l'ai mentionné, la cote de sécurité qui est nécessaire, on n'a définitivement pas la même cote de sécurité. Souvent, dépendamment des départements, ça va être fiabilité. Parfois, ça peut aller à secret, mais nous, c'est une cote de sécurité très secrète qui est nécessaire. Donc, c'est un processus qui est beaucoup plus long, ce qui explique pourquoi on peut pas faire avec le programme PFETE. Euh, pour ce qui est des mandats, dans le fond, brièvement, je vais vous en parler en détail un petit peu plus tard dans la présentation. Mais le CSC est en charge de protéger les réseaux informatiques du gouvernement du Canada, puis aussi de récolter des renseignements électromagnétiques étrangers. La culture d'entreprise. Le CST est un département ou une agence plutôt qui est vraiment axée sur les différents groupes d'affinités, sur accueillir les différentes personnes au sein de son département, puis de comprendre, d'intervenir aussi. Ça fait qu'on est vraiment un secteur qui est inclusif. On veut s'assurer que
tous nos employés se sentent bien au CST. C'est pour ça que justement, je mentionnais qu'on avait des groupes d'affinité, mais je sais que ce soit pour les femmes dans des milieux de cybersécurité. On a le réseau Embrace qui est pour les gens de couleur. On a des groupes d'affinité pour les personnes neurodivergentes, de SLGBTQ+. Puis ça, c'est seulement quelques-uns qu'on démontre ici. On a plusieurs autres. Fait il y a vraiment moyen aussi de se retrouver au CST puis d'avoir un sentiment d'appartenance quand on y travaille. On est aussi une organisation qui est naturellement diversifiée. Ça veut dire quoi, ça? Le CST fait partie des 5 alliés. Les 5 alliés, ça soit avec les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Ça fait que, vu qu'on travaille en étroite collaboration avec des ministères de ces départements-là, c'est pas rare que soit nous, on envoie un employé travailler, par exemple, à la NSA aux États-Unis, ou que quelqu'un de la NSA ou d'un autre département similaire vienne travailler chez nous. Ce qui fait en sorte que, tu sais, on travaille aussi en étroite collaboration avec les forces armées canadiennes. Fait que tu peux te promener au bureau, voir, tu sais, si tu le sais pas, je dis, mais tu peux avoir quelqu'un qui travaille là de la NSA avec un militaire, puis tu pourrais avoir quelqu'un qui provient de la Colombie-Britannique parce que nos bureaux sont situés à Ottawa, ce qui fait en sorte que si vous voulez venir travailler chez nous, c'est vraiment à Ottawa. Fait que ça fait qu'on a des gens qui proviennent de partout au Canada qui viennent travailler à Ottawa. On s'assure aussi de célébrer les différentes dates ou événements importantes. Fait que ce soit la Journée internationale de la commémoration de l'Holocauste, le mois d'histoire des Noirs, la Semaine de la fierté, le mois de l'histoire des peuples autochtones. On s'assure vraiment d'essayer de commémorer ou de mentionner les dates importantes. Puis souvent ça vient aussi avec un petit courriel de hey, voici tu sais on mentionne cette fête ou cette journée-là, puis avec une petite explication, fait qu'au moins ça nous permet de mieux comprendre aussi. On est un milieu de travail respectueux, sans harcèlement. Puis un de nos édifices, l'édifice Edward Drake, euh, il détient la certification LED de niveau or. Les mandats. Dans le fond, le mandat du CST se divise en 4 catégories. Je parlais des renseignements électromagnétiques étrangers plutôt. Dans le fond, ça se trouve à être, on récolte de l'information le CST est un département d'intelligence. Fait que dans le fond, si on veut, espionnage, fait que les renseignements électromagnétiques sont une façon d'aller chercher de l'information pour permettre de l'information dans d'autres pays, parce que c'est important de mentionner que le mandat du CST commence aux frontières du Canada. Fait qu'on n'a aucune juridiction à l'intérieur du Canada. On peut pas espionner sur les Canadiens au Canada. C'est vraiment, dans le fond, fait cette information-là qu'on va chercher, c'est dans le but de garder la prospérité au Canada, puis la sécurité nationale. On a aussi différents mandats de cybersécurité, entre autres de protéger les réseaux du gouvernement du Canada. On a aussi un mandat de cyberopération, ce qui fait en sorte que le CST est autorisé à faire des cyberopérations autant du point de vue défensif que actif ou offensif, si on veut. Fait que ethical hacking, c'est quelque chose que le CST a l'autorisation de faire et a le mandat de pouvoir faire. Puis on a aussi l'assistance aux partenaires fédéraux. Dans le fond, tout ce qui est
infrastructure essentielle pour le Canada. Qu'on pense, dans le fond, au secteur de l'énergie, au transport, tout ce qui est école, municipalité, c'est le CST, j'ai juste le terme provide, là, mais le CST aide ces différents partenaires essentiels. Dans le fond, Pat, tu voulais-tu embarquer là ou tu voulais attendre un petit peu plus tard? Je pense que ça pourrait être un... Est-ce que vous m'entendez? Oui, mais ton micro est un peu loin, on dirait. Ah, ok. Ben, je vais changer de headphone. Donnez-moi juste une seconde. All right. Fait que pendant que Pat change d'écouteurs, dans le fond, les auteurs de menaces peuvent promener d'un peu partout, autant de l'État, d'amateurs ou amatrices, d'activistes, de cybercriminels ou criminels, terroristes, de la menace interne aussi. Fait que c'est toutes des raisons pour qu'on a besoin de gens comme Patrick qui va nous expliquer ce qu'il fait plus en détail. Ça fonctionne-tu? Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, il me semble que ton son est plus clair. OK, parfait. Tu voulais-tu partager un PowerPoint? Oui, c'est ça. J'arrête ma présentation un instant, puis je vais pouvoir le recommencer tantôt. Je vous ai mis Donne-moi juste une co-host, petite ça seconde, je devrait reviens. fonctionner. Excellent. Là, t'es sur mute, Pat, mais Est-ce on que voit vous voyez mon écran? Oui. OK, parfait. Donc, comme Dominique a déjà introduit, un des mandats du CST est de faire de la cybersécurité. Et puis, ensuite, ce que je vais vous présenter dans les prochaines minutes, c'est, dans le fond, de quelle façon le CST s'y prend pour s'assurer de, euh, euh, de respect. Excusez-moi, je suis distrait, j'ai eu un appel en même temps. OK, je recommence. Donc, le Centre canadien pour la cybersécurité fait partie, comme on vous l'a dit, du CST. C'est la source unifiée de conseils, d'avis, de services et de soutien en matière de cybersécurité pour tous les Canadiens. Les rôles que l'on a, le Centre cyber, nous devons protéger l'information et les systèmes sur lesquels se fient les Canadiens à tous les jours. On se doit également de protéger et défendre les biens électroniques du Canada, de diriger l'intervention du gouvernement fédéral par rapport à des événements de cybersécurité et de relever le niveau de la cybersécurité au Canada afin que les Canadiens puissent vivre et travailler en ligne en toute confiance et sécurité. Donc, les prochaines diapositives vont expliquer un peu comment on procède pour réaliser ces différents rôles. Mais juste avant de vous donner le détail, une chose qui est très importante, c'est que dans toutes nos activités de cybersécurité que l'on fait, on s'assure en tout temps de protéger la vie privée des Canadiennes et des Canadiens. De quelle façon? Ben, nos activités sont régies par la loi sur le CST. On a également des vérifications continues de la conformité à cette loi. On possède à différents examens des outils qu'on utilise pour notre mandat de cybersécurité. Et chaque employé du Centre canadien pour la cybersécurité doit prendre des tests annuels afin de justement se remémorer, dans le fond, tout ce qui est important en matière de protection de la vie privée. Et également, il y a des examens indépendants qui sont faits par des organismes à l'extérieur du CST qui permettent de s'assurer que la loi est bien respectée.
Donc, en cyberdéfense, la façon dont le flux de travail fonctionne, c'est un peu comme l'illustration que vous voyez à l'écran. Donc, en fait, tout commence par une série de capteurs. Donc, ces capteurs-là, c'est eux qui, dans le fond, accumulent de l'information sur les différents systèmes du gouvernement fédéral. Et cette information-là est envoyée au centre de cybersécurité. Et au centre, nous, on a une série de règles de détection qui ont été créées, qui font en sorte que s'il survient un événement comme une attaque en cybersécurité ou tout ça, nous allons pouvoir la détecter et générer des alertes lorsque ça se produit. L'étape suivante, celle en orange, c'est une fois que les alertes sont produites, il y a une étape de triage et d'enquête qui commence, c'est-à-dire qu'on doit valider que l'alerte que l'on a reçue est bel et bien un événement malicieux et ensuite à déterminer l'étendue de la faille de sécurité ou de l'intrusion qui est survenue. Et finalement, la dernière étape, c'est de générer un rapport suite à l'enquête et également de fournir des correctifs qui seraient nécessaires pour soit colmater le problème ou encore éviter que ça se reproduise dans le futur. Le CST et plus précisément le Centre cyber, nous avons différents clients, donc tous les ministères fédéraux, ainsi que les provinces, les territoires et certaines municipalités, ainsi que nos infrastructures essentielles. Par exemple, le secteur de l'énergie est un exemple d'infrastructure essentielle. Donc, je vais aller un petit peu plus dans le détail sur chacune de ces 4 étapes-là. Et puis, par la suite, je vais ouvrir pour si vous avez des questions à ce sujet. Donc, au niveau des capteurs, on a trois principaux types de capteurs qui sont utilisés pour accumuler de l'information sur ce qui se passe sur les réseaux canadiens. On a au niveau, premier capteur, c'est au niveau des réseaux. Donc, lorsque, par exemple, il y a du trafic qui va à l'Internet, ben, à ce moment-là, on est en mesure de capter au niveau réseau l'information. On a également des capteurs au niveau de l'autre, c'est-à-dire s'il y a un serveur dans un département du gouvernement ou s'il y a un laptop, par exemple, ben, il y a possibilité de collecter la télémétrie de ces environnements-là. Et finalement, on a aussi des capteurs au niveau du nuage, c'est-à-dire du cloud. Donc, plusieurs départements au gouvernement fédéral ont une présence sur un ou l'autre des cloud providers. Alors, nous avons des capteurs également pour ce type de réseau. Donc, les logiciels qu'on a développés pour ces capteurs-là, nous avons une infrastructure centralisée sécurisée qui est éprouvée depuis plusieurs années et qui a une incidence minimale sur les ressources, c'est-à-dire que, par exemple, si on est sur un serveur ou sur un laptop, à ce moment-là, il ne faut pas interférer avec le bon fonctionnement de la machine. Les capteurs peuvent fonctionner de façon passive, c'est-à-dire qu'ils collectent des données pour les fins de cyberdéfense, mais il y a également, dans certains cas, des modes dynamiques, c'est-à-dire qu'on peut faire des correctifs en temps presque réel sur certaines signatures qu'on a qui sont de très haute fiabilité. Pour vous donner un exemple, supposons que l'on détecte qu'il y aurait un domaine ou un IP qui est malicieuse, ben, il serait possible de bloquer tout le trafic qui va ou qui vient de cette IP ou ce domaine. Donc, ceci était la première étape. Donc, on doit collecter toute cette information-là dans un premier temps.
Une fois qu'on a l'information, mais il faut être capable de détecter s'il y a des activités suspicieuses ou malicieuses. La façon dont on fait ça, c'est qu'on a une série d'analyses comportementale qui est définie. C'est-à-dire qu'on essaie de détecter lorsqu'il y a une certaine activité qui semble pas normale sur un réseau ou sur un laptop, par exemple. Ensuite, on va utiliser l'information de différentes sources de données, de sources de renseignements que l'on obtient. Donc, non seulement on a toute la télémétrie qui est collectée par les capteurs, mais on a également plusieurs sources d'informations complémentaires sur lesquelles on peut se fier pour faire notre enquête et confirmer que l'activité est bel et bien malicieuse. Ensuite de ça, on peut utiliser différentes techniques de pointe pour nous aider à prédire, par exemple, des comportements malicieux, comme par exemple si on a une campagne de spam qui a lieu par courriel au niveau du gouvernement, ben c'est possible de déterminer ou d'analyser les courriels et de voir que une certaine série de courriels appartiennent à une campagne de spam. Et pour ce faire, on utilise des techniques avancées comme le machine learning, si vous êtes familier avec cette technique. Et tout ce processus-là nous permet d'identifier, d'évaluer et d'atténuer les activités malveillantes. Comme je vous le disais, la troisième étape consiste à triager les alertes. Donc, lorsqu'on a une analyse de comportement qui génère une alerte, comme pour dire que quelque chose est suspicieux, à ce moment-là, on doit trier cette alerte-là. On doit enquêter pour voir si, justement, il s'agit bel et bien d'une activité que l'on doit gérer. On essaie à ce moment-là de rétablir la chronologie des événements, donc de déterminer à partir de quel moment l'activité malicieuse a commencé. On s'assure de conserver les preuves de l'activité malicieuse et on signale ces activités-là au département, par exemple, qui serait affecté. Dernièrement, le CST, ou plus particulièrement le Centre cyber, on a publié de façon open source notre plateforme de triage. Elle s'appelle Hauler et vous avez le lien sur la diapositive qui vous permet, si vous êtes curieux, d'aller voir de quoi il s'agit. Et la dernière étape, comme je l'ai présenté, est de justement créer un rapport de l'événement en question et le partager avec nos partenaires. Donc, à la droite, vous avez un exemple théorique d'un cyber-événement. Qu'est-ce que ces rapports-là contiennent? On peut parler de la présence, par exemple, de processus ou, d'artefacts qui sont présents sur un serveur ou sur un ordinateur d'un client. On peut détecter une activité suspecte qui est soit sur un hôte ou sur le réseau comme tel. Et l'information qu'il contient souvent comporte des indicateurs de compromission. Et pour vous donner un exemple, si j'ai un nom de domaine ou une adresse IP, ce sont des exemples d'indicateurs de compromission qui nous indiquent que cet indicateur-là en particulier, on a découvert de l'activité malicieuse en lien avec cet indicateur. Donc, en résumé, les étapes pour effectuer une surveillance en cybersécurité, nous avons besoin de capteurs pour collecter l'information. On a ensuite des règles de détection qui nous permettent de découvrir si quelque chose apparaît suspicieux. Et nous procédons ensuite pour les alertes qui sont générées au triage et on fait une certaine enquête sur ce qui s'est passé et on rapporte au département et on propose des correctifs à la situation.
Et si vous êtes intéressé par une carrière en cyberdéfense au CCCS, vous sachez qu'il y a vraiment plusieurs types de rôles. Donc, on a des gens qui sont des administrateurs de systèmes, qui travaillent avec les technologies comme Docker, Kubernetes, Terraform, le cloud, dont Azure, Microsoft Azure. Et on a aussi des programmeurs de logiciels. Donc, tous les langages que vous voyez là sont des exemples de langages de programmation utilisés. On a également des experts en sciences en ingénierie des données, donc en anglais les data engineers ou les data scientists, donc des gens qui sont spécialisés à structurer les données d'une façon qui vont être faciles à être interprétées par la suite. Et on a aussi deux catégories d'analystes. Donc, on a des analystes en détection d'activités suspectes et des analystes en triage d'alerte, comme on a vu plus tôt. Ça fait le tour de ma présentation. Je serais bien ouvert à répondre aux questions que vous avez. Ouais, puis si tu peux peut-être juste enlever ton PowerPoint, je vais pouvoir remettre le mien. Il va y avoir une autre partie après. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez poser des questions à Patrick, puis on va enchaîner après ça avec le restant de la présentation. Vous pouvez soit lever la main ou écrire directement dans le chat. Dans ce temps-là, on dit que c'était très clair, s'il n'y a pas de questions. Tant mieux. Fait que merci, Pat. Dans le fond, à la fin de sa présentation, Patrick parlait des différentes possibilités d'emploi au Centre canadien de la cybersécurité. Le Centre canadien de la cybersécurité fait partie du CST. C'est comme deux branches. Il y a un côté qui est plus axé sur la cybersécurité, l'autre qui est plus axé sur les renseignements électromagnétiques étrangers, ou le côté SIGINT, Signal Intelligence. Ce qui fait en sorte que je veux dire, les mêmes positions peuvent se retrouver d'un côté comme de l'autre. C'est pas rare de voir des employés qui sont du côté SIGINT traverser vers le CCCS ou l'inverse aussi, parce il y a une possibilité au CST de faire des mouvements latéraux. Je viens de voir qu'il y a des questions qui ont apparu pendant ce temps-là. Oui. Victor, oui, je sais, même si tu as un parcours comme des développeurs, si tu as les connaissances pour devenir data scientist, tu pourrais quand même postuler, là, il y a aucun problème. S'il y a un département de développement web, est-ce que tu fais plus référence à, dans le fond, tout du front-end ou plus, je veux dire, comme parce qu'on a une équipe qui s'occupe de notre site web, mais on a aussi des gens qui font du full stack, puis des choses comme ça au CST parce qu'on a plusieurs logiciels ou applications qu'on développe par nous-mêmes. Fait que, évidemment, on a besoin du back-end, mais on a besoin du front-end aussi, là. Fait qu'au pire, je vous laisse réécrire dans le chat, puis je vais continuer. Puis Oussama, je vais répondre à ta question dans les prochaines minutes avec la présentation. OK. Mais oui, on a définitivement des possibilités du côté front-end. Fait que c'est ça, dans le fond, on a les possibilités d'emploi. Le fait qu'on soit un département qui soit très secret, on gère tout nous-mêmes à l'interne. Fait que Pat a parlé un petit peu des positions techniques, mais on a autant des positions techniques que non techniques. Ça s'adresse évidemment un peu moins à vous, mais vous voyez la liste à l'écran des différentes possibilités d'emploi. Fait on a aussi des stages, puis les stages,
on a les mêmes opportunités de stage qu'on a les opportunités d'emploi. Fait que vous soyez un développeur, que vous soyez quelqu'un qui travaille plus du côté, mais ou étudier plus du côté d'administration de système, on a vraiment une panoplie d'opportunités de stage. En ce moment, on n'a cependant pas d'opportunité de stage qui ouvre avant probablement la fin novembre, début décembre, puis ça va être pour l'automne prochain. Fait qu'on parle de l'automne 2025. C'est un programme qu'on a. Je parlais avec Justine normalement, mais nous, nos opportunités de stage sont d'une période de 16 semaines pour 600 heures. Je sais qu'habituellement, vous, c'est 675 heures, mais Justine, tu l'as-tu ajouté par rapport à ça? Pour la maîtrise, les stages de maîtrise sont normalement nécessitent 675 heures, mais j'ai discuté avec la direction de programme, étant donné que le CST est un organisme gouvernemental important, 600 heures seraient acceptées pour un stage de maîtrise. Est-ce que, Dominique, tu as dit c'est à Ottawa? Oui, fait que c'est ça. Nos stages sont situés à Ottawa. Des fois, dépendamment des équipes, pour des stages, on arrive à avoir des opportunités en virtuel. Euh, Vous comprendrez que par la nature de ce qu'on fait, euh, c'est pas c'est pas récurrent d'avoir des opportunités en virtuel. On a certaines personnes qui travaillent complètement virtuel, 5 jours semaine. On a des gens qui sont basés au Nouveau-Brunswick, on a d'autres en Colombie-Britannique, au Manitoba, on a un peu partout, mais c'est un faible pourcentage des employés du CST qui peuvent travailler complètement en télétravail. On a en ce moment, justement, c'est même des fois, c'est plus l'inverse. Dépendamment des équipes, vous allez devoir travailler 5 jours semaine au bureau parce que si vous touchez à des données qui sont hautement classifiées, bien, évidemment, vous ne pouvez pas faire ça de votre chambre à coucher, de votre sol ou de votre cuisine. Il faut vraiment que vous soyez sur le réseau du CST au bureau même. Pour continuer avec les opportunités de stage, à chaque session, on engage 90 nouveaux étudiants et on en engage aussi des étudiants qui reviennent, mais on n'engage pas plus que 90 nouveaux étudiants. Vous voyez, justement, on fait de plus en plus de séances d'information sur le côté du Québec parce qu'on veut augmenter le nombre de francophones qui travaillent au CST. On veut aussi augmenter le nombre vous voyez les stats, là, 241 personnes qui proviennent de l'Ontario versus 31. Euh, pour moi, qui est axé vraiment sur le côté francophone, je trouve que c'est pas suffisant. Fait qu'on essaye de booster ça. Fait que, on réussit, ça s'améliore, mais il y a encore définitivement place à l'amélioration. Je me permets, excuse-moi, Oui, Dominique, je prends la balle au bon. Je me permets de dire qu'un stage qui est réalisé en Ontario est considéré comme étant hors Québec, c'est-à-dire donc comme si c'était à l'international, entre guillemets. Je précise le tout pour nos stagiaires de maîtrise. Merci. Parfait. Mais tu sais, je vous en s'entend que nos stages sont à Ottawa, là. Fait que vous n'êtes pas obligé nécessairement d'habiter sur le côté ontarien, si vous voulez. Il y a aussi il y a des logements qui sont à Gatineau qui sont des fois un petit peu plus abordables que ceux à Ottawa, mais ça, c'est des détails pour plus tard. Dans le fond, c'est quoi un stage au CST? Ben, c'est une occasion unique. Vous voyez des témoignages d'anciens étudiants coop. Parce que nous, dans le fond, les stages, c'est stage et coop en même temps, là, mais ça vient, c'est du pareil au même pour nous. Puis, comme vous pouvez voir, ben, c'est des gens qui ont vraiment témoigné, qui font partie de la mission du CST. Tu sais, à la blague, des fois, t'entends, moi, mon stage, j'ai pas fait grand chose.
je fais plus un bouche-trou, quoi que ce soit, mais je veux dire, c'est pas le cas au CST. Puis on s'assure aussi que pendant votre stage, ben, vous soyez jumelé à une personne qui a de l'expérience, qui fait en sorte que vous êtes mentoré, puis vous allez pouvoir progresser, vous allez pouvoir apprendre de nouvelles choses. C'est aussi, tu sais, du donnant-donnant, veux pas, vous sortez, mais vous êtes encore à l'école. Je veux dire, des fois, vous êtes avec quelqu'un qui a un petit peu plus d'expérience, c'est bien, mais je veux dire, des fois, vous pouvez avoir des nouvelles connaissances que la personne n'a pas nécessairement. Fait que c'est vraiment, tu sais, c'est profitable autant pour l'étudiant que pour l'employé du CST. C'est une photo de notre édifice. On a calqué un petit peu, je veux dire, on n'est pas Google, mais on s'est inspiré un peu des édifices de Google. Il y a beaucoup d'espaces ouverts au CST, fait que c'est facile de prendre son laptop, d'aller travailler ailleurs. On voit pas sur la photo, mais au 5e étage de l'édifice, il y a même un espace vert qu'on appelle, mais c'est avec du tapis gazon synthétique, où ça a l'air d'un mini-pot un peu. Mais je veux dire, il y a vraiment différentes places où est-ce que vous pouvez aller travailler si vous avez besoin de vous changer les idées. Il y a même un Starbucks aussi sur place. On a une cafétéria, on a un gym. Tu sais, il y a plein d'activités pour les étudiants. À l'été, ben, il y a une ligue de beach volley où est-ce que le CST a 4 ou 6 terrains de beach volley, si ma mémoire est bonne. On a aussi un court de basketball. On a un terrain où qui est utilisé pour jouer au soccer ou au flag football. On a différentes activités aussi pour, tu sais, si vous êtes moins dans le sport, ben, il y a des clubs de lecture. Pour vrai, il y a un peu de tout, là. Il y a des clubs de jeux de société, clubs de photographie. Une chose aussi qui est super intéressante, c'est le réseau des jeunes professionnels, où est-ce que, tu sais, que 46% des étudiants le rejoignent. Puis ça fait en sorte que c'est un réseau où est-ce que vous pouvez apprendre à connaître d'autres personnes, mais aussi connaître d'autres équipes au CST parce que on est environ 3500 employés au CST. Il y a énormément de différentes équipes. Fait que, tu sais, si tu ne fais pas un réseau de contacts, ça va être difficile de trouver les autres opportunités à l'interne. Tu sais, moi, ça fait 11 ans que je suis au CST. J'ai commencé au fédéral, j'avais 20 ans en sortant du cégep. J'ai réussi à trouver un emploi au CST. Euh, Avoir su que le réseau des jeunes professionnels existait, j'aurais vraiment apprécié rejoindre ça parce que j'étais comme dans une équipe où est-ce que on était un peu comme sur le côté du CST, c'est qu'on, pour vous expliquer, dans le fond, il y a un centre de formation au CST. Le centre de formation permet d'aider de renseigner les différents employés fédéraux qui décident de prendre des cours soit en cybersécurité, soit en communication security, fait que la ComSec. Puis ça faisait en sorte qu'on était plus ou moins à l'écart du CST. Fait que tu fais partie du CST, mais tu ne sais pas trop ce qui se passe dans les autres équipes et tout ça. Puis ça a pris du temps avant que je décide de changer d'équipe parce que je savais pas un réseau, je connaissais pas les autres équipes du CST, je savais pas nécessairement ce qui était quoi à 100% la mission du CST pour être entièrement honnête parce que j'ai joint le CST, j'ai appliqué puis j'ai fait j'ai eu le poste. C'était une autre époque là aussi là, je veux dire on pouvait engager des étudiants à différents niveaux de classification. Mais bref, tout ça pour dire que je pense que le réseau des jeunes professionnels, ça vous aide réellement à continuer à vouloir travailler au CST, à trouver d'autres équipes. Tu sais, vous avez un stage,
vous trouvez ça bien, mais vous savez que vous allez avoir besoin d'un autre stage dans la prochaine année, mais le réseau des jeunes professionnels vous permet d'aider à trouver un autre stage aussi, hein, justement, parce que vous communiquez, vous faites un ami, un collègue, whatever, puis vous faites, hey, nous, je sais qu'on va avoir, pour la prochaine session coop, on va avoir besoin d'un stagiaire dans tel domaine, ça coordonne avec vos, vos disponibilités, mais vos connaissances aussi, ben, je veux dire, c'est effectivement une belle opportunité. Puis aussi, le CST est nommé un des meilleurs employeurs pour la capitale, de la région de la capitale nationale, mais aussi pour les jeunes employeurs. Euh, les avantages de travailler au CST, possibilité de télétravail, comme je mentionnais, ça dépend des équipes. Je veux dire, on offre du télétravail hybride. En ce moment, on est retourné au bureau à 3 jours semaine. Comme je sais, on suit le reste du gouvernement du Canada. Fait que, dépendamment des équipes, tu peux être 2 jours à la maison, 3 jours au bureau, mais encore là, ça dépend de ce que dans quelle équipe que vous êtes. On a aussi des chaises ergonomiques Emperor, les genres de chaises Star Wars ou whatever à 3 écrans. On en a plusieurs au CST. Ça fait partie de la mentalité un petit peu comme que je sais qu'on s'est inspiré de Google. Vous pouvez partir avec votre ordi connecté à la chaise, puis vous avez vos trois écrans en avant de vous. On a aussi effectué un virage vert dernièrement. On a une ruche d'abeilles qui est installée proche de notre édifice sur le terrain du CST. Évidemment, il n'est pas juste en sortant, là, mais ça a fait en sorte qu'on a réussi à vendre plus de 100 pots de miel. Parlons salaire un peu parce que c'est quand même toujours quelque chose qui intéresse les gens. Euh, un emploi au CST, vous commencez dans un milieu technique, vous êtes développeur en Python ou n'importe quel poste que Patrick a parlé plus tôt. Les postes d'entrée, ben ça part à un UNMA 7 qui part à 100 000. Fait que ça, c'est les salaires de base. Après ça, ben, il y a possibilité d'augmenter selon vos classifications, vos connaissances, puis tout ça, votre expérience. Il y a possibilité d'atteindre quand même des salaires qui sont très bien au CST. On a cependant quand même 2 échelles salariales. On a une technique, une non technique. L'échelle non technique est un petit peu plus basse ben, c'est plus l'échelle technique, les UNMA qui sont un petit peu plus élevés. Ça, c'est pour essayer de matcher le secteur privé. Fait que ça, c'est plus pour l'échelle que vous voyez ici, c'est plus pour des postes qui sont non techniques. Fait que des gestionnaires de projets, dépendamment, on a aussi tout ce qui fait partie des services centraux, fait que les finances, les ressources humaines, tout ça. Ils font partie de l'échelle salariale des unis. On a aussi de la rémunération pour les étudiants. Fait que dépendamment vous en êtes où dans vos stages, ben le salaire peut varier. Il y a une erreur aussi, j'ai oublié de mettre à jour le PowerPoint. Les chiffres ont changé dernièrement, mais un premier stage part à 23 de l'heure environ, qui mène à peu près à près de 900 par semaine si ma mémoire est bonne. Fait qu'on vos stages sont rémunérés parce que ça fait partie du gouvernement du Canada. Puis, ça fait que c'est très, c'est des salaires qui sont très bien, là, selon moi, là. Fait que, comment faire pour appliquer au CST? Ben, vous devez postuler en ligne via le site web que vous voyez à l'écran, cse-cst.gc.ca/carrière. Puis là, un coup, vous arrivez sur cette page-là, vous avez les opportunités pour les professionnels ou les opportunités pour les étudiants. En ce moment, on n'a aucune opportunité pour les étudiants. Comme je sais, ça devrait
ouvrir vers la fin novembre, début décembre. Pour les professionnels, si vous êtes vers la fin de votre parcours scolaire, ben, tu sais, s'il vous reste moins d'un an ou un an et demi environ, on a en ce moment un poster ou une offre d'emploi qui est praticien en cybersécurité, fait qu'avec différentes possibilités d'emploi dedans, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être intéressant pour vous. Vous pourriez vouloir jeter un œil à ça. Euh, Parce que, tu sais, s'il vous reste un an, vous pourriez déjà penser à appliquer au CST en raison du processus de sécurité. Tu sais, pour avoir un emploi au CST, si ça va bien, là, on parle d'en moyenne 12 à 18 mois. Fait que c'est pour ça que je dis, si vous reste un an et demi à votre parcours scolaire, ben, ça pourrait être une possibilité pour vous de penser à appliquer dès maintenant. Fait une fois que vous postulez en ligne, on passe, ça a été inversé là, mais c'est des tests et des évaluations en premier. C'est souvent basé avec HackerRank. Fait qu'on fait des tests avec HackerRank pour voir votre classement, vous êtes où, tu sais, quel type de profil que vous avez. Il y a, dépendamment des positions aussi, ben, je veux dire, il y en a que c'est, si vous avez, votre note est trop basse, malheureusement, ben, vous serez pas retenu. Une fois que vous avez passé le test de HackerRank, ben là, c'est un processus d'entrevue. Passer les entrevues, vous avez aussi un petit peu plus d'évaluation. Dans le fond, on appelle ça le deep dive. Dans le fond, c'est pour voir vos connaissances qui sont un petit peu plus approfondies, voir si vous êtes un bon fit à l'équipe aussi et tout. Puis, ça finit avec la grosse portion qui est la code de sécurité. C'est vraiment ce qui prend le plus de temps. Les premières parties peuvent se faire quand même relativement rapidement. Mais la sécurité, on parle aussi d'un polygraphe, d'un test psychologique, d'une entrevue de sécurité, d'un background check. Fait que c'est vraiment, c'est ça qui est la longue partie. À noter que pour les étudiants, si vous appliquez pour un stage, vous n'avez pas à faire le test psychologique. Cependant, si vous faites un stage avec nous, puis après ça, vous décidez d'être bridgé. Excusez, je sais pas le terme en français, puis même le terme en français, il est pas nécessairement représentatif de ce que c'est. Mais dans le fond, un bridge, ça se trouve être un pont. Si on traduit mot pour mot, vous passez du stage à un emploi professionnel avec nous, mais sans avoir à passer toutes les étapes que vous avez déjà passées au préalable. Fait que vous allez, dans le fond, pour le bridge, ben c'est vraiment après ça, vous allez avoir à faire euh, le test psychologique. Les exigences pour être en mesure de travailler au CST, malheureusement, ça prend absolument la citoyenneté canadienne. C'est le critère qui est essentiel pour être en mesure d'être éligible à travailler au CST. On demande aussi, à quelques exceptions près, mais d'avoir 10 ans de d'information. Fait que ça veut dire que si vous avez été 10 ans au Canada, ben l'information est facile à aller chercher. Si vous provenez d'un autre pays qui fait pas partie des 5 alliés, ben là, ça devient plus difficile. Fait que ça, c'est du cas par cas rendu là, mais la citoyenneté canadienne euh, est non négligeable. C'est ce qu'il faut absolument. Après ça, c'est d'être admissible à une code de sécurité de niveau très secret, être prêt à travailler à Ottawa. Puis pour les stages, ben, c'est d'être inscrit comme étudiant dans un collège ou une université du Canada, ce qui est le cas pour vous si vous êtes à la séance d'information en ce moment. Fait que, sur ce, vous avez les liens pour postuler pour des questions. Je vais aussi vous partager dans le chat mon profil LinkedIn. Je ne sais pas si vous avez le LinkedIn, mais si jamais vous avez des questions après la présentation, ben, gênez-vous pas, vous pouvez me rejoindre. Puis
Sur ça, on va pouvoir passer à la période de questions. Je me permets de dire que le portail du CST a été ajouté sur le site web du département, là, où est-ce qu'on a des portails carrières de différentes entreprises, institutions et ministères. Mais merci, Justine. Puis vous n'avez pas besoin de, comparativement à GC Emploi, où est-ce qu'ils vous demandent de vous créer un compte, puis tout ça, ou pour le CST, c'est pas le cas. Vous pouvez vraiment juste déposer votre candidature. Puis, dans le fond, vous sélectionnez le type d'emploi que vous désirez, puis vous avez juste à copier-coller votre CV. C'est pas, il n'y a pas de lien pour déposer un PDF ou un format Word. C'est vraiment copier-coller, là. Est-ce qu'il y avait des questions qu'on n'avait pas répondues? Je pense que oui, Pat, j'ai vu que tu avais commencé à répondre à certaines questions. Merci, c'est super apprécié. Je pense que tu as répondu à bonjour, étant nouveau diplômé d'un baccalauréat en informatique, je voulais postuler pour un poste en tant que programmeur de logiciels au CST, mais on va avoir des opportunités de développement logiciel dans les prochaines semaines. On a plusieurs postes qui s'en viennent dans les prochaines semaines, entre autres développeurs logiciels, mais aussi administrateurs de systèmes. Fait que restez à l'affût, regardez le site web. Si vous décidez de connecter avec moi aussi sur LinkedIn, je publie tous les offres d'emploi qui sortent au CST. Fait que ça s'en vient. On a eu comme un genre de freeze un peu dans les derniers mois. Maintenant, on recommence à publier des offres d'emploi. Fait que on devrait avoir un 7-8 différentes offres d'emploi qui devraient sortir dans les semaines à venir, voire les mois à venir, là, mais à l'automne, on devrait en avoir quand même. Ça devrait recommencer, là. N'hésitez pas, là, si vous avez des questions, au pire, levez la main ou démutez-vous, ou même si vous avez des questions pour Pat ou du côté plus technique, on peut répondre, à moins que vous ayez super faim et que vous vouliez aller dîner, là. Ça, c'est une autre possibilité aussi, là. Si jamais il y a des questions que j'ai répondues dans le chat, mais que vous aimeriez plus d'informations, je n'y vous pas également. On a une question dans le chat. Ouais, dans le fond, si t'es français, je veux dire, si t'as la double nationalité, t'es correct. Si t'as pas la citoyenneté canadienne, tu peux techniquement postuler, mais tu t'es pas éligible à travailler au CST. Fait que tu vas être automatiquement screened out. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, t'as peut-être une question qui est un petit peu plus pour... Ah, ok, attends, je vais répondre à l'autre question précédente, là. Les permis de travail, Ouais. non, c'est vraiment la citoyenneté canadienne. Fait que même les résidents permanents, malheureusement, sont pas éligibles à travailler au CST. C'est absolument la citoyenneté canadienne qui est primordiale. Puis ça, c'est en raison de la code de sécurité qui est nécessaire pour travailler chez nous. Ce qui fait en sorte que c'est des données de niveau national qu'on gère. Fait que c'est ça. Mais je te laisse la parole, Pat, pour répondre à la question des super incidents. Oui, oui. Corrigez-moi si j'ai pas bien compris la question, mais les cyberincidents, dans le fond, nous, on était en tant que
CCCS, on est amené à collaborer pour aider à résoudre ces cyberincidents-là qui sont signalés ou qu'on a détectés nous-mêmes. Je suis pas sûr que j'ai bien répondu à la question. Je suis pas certain si j'ai compris l'essence de la question. Désolé. Ok, bonjour, je ne sais pas si je peux parler directement. Oui, Ok, d'accord. En fait, bonjour. j'ai vu sur votre page que vous traitez des cyberincidents grand public pour les entreprises, etc. Et donc, je voulais voir pour le grand public, comment vous procédez au traitement des incidents que le public signale. On sait que pour les entreprises, c'est bien organisé. Ils peuvent vous envoyer des tickets ou signaler des cas vraiment propices. Alors que pour le grand public, et surtout ceux qui ne sont pas vraiment sensibilisés à la cybersécurité, ils peuvent signaler un incident. Mais à votre niveau, est-ce que vous avez une équipe qui comprend facilement ce que le grand public signale? C'est ça, en fait, ma question. D'accord. Nous, notre mandat, en fait, nous permettent de gérer les incidents qui sont au niveau des institutions fédérales, au niveau des provinces et des territoires et des infrastructures essentielles. Donc, c'est pas nous, par exemple, qui, si vous avez un problème, une intrusion, par exemple, à la maison, on ne sera pas en mesure d'aider les individus pour pouvoir justement solutionner leur intrusion personnelle. D'accord, d'accord, c'est compris. Merci. Avec plaisir. Monsieur Dominique, Oui, j'ai une question en fait pour la confirmation. Dans tous les cas, on doit avoir la nationalité canadienne, c'est ça? Même pour les stages. Du coup, vous acceptez pas oui, les étudiants autant étrangers, pour c'est les... ça? non, c'est ça, c'est autant pour les stages que pour les emplois, c'est absolument la citoyenneté canadienne qui est importante. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, commentaires, suggestions? Oh, Patrick a un LinkedIn aussi. S'il n'y a pas d'autres questions, Justine, je vais pouvoir te redonner la parole. Puis, Un grand merci à Patrick ainsi qu'à Dominique. Je crois que ça a répondu à pas mal de questions. Si jamais vous en avez d'autres, donc vous avez les LinkedIn de nos deux intervenants, n'hésitez pas à les contacter. Lorsque la rencontre sera rendue disponible sur notre site web, vous allez en être informé. Elle sera accessible pour 15 jours sous vérification du code permanent des personnes qui en mentionneront, dans le fond, l'intérêt. Alors, je pense, excusez-moi, qu'il y avait un autre message. Donc, voilà, c'est complet. Je remercie tout le monde, en particulier les gens du CST. Merci beaucoup. merci beaucoup. Merci, au revoir.